Parfois, l'horreur ne vient pas de l'ombre, mais du visage familier que l'on croise chaque jour. C'est ce qu'ont découvert, trop tard, les habitants de Norris. Une histoire marquée par la trahison, la peur et une perte insoutenable dans la paisible ville de Norris, en Illinois. Les deux étaient partis pêcher à la rivière Little Wabash. Jacob Wheeler, 22 ans, et Jessica Evans, 17 ans, mais aucun des deux ne revint à la maison, laissant leur famille désespérée sans réponse. Les autorités furent alertées de leur disparition le jour même, déclenchant une enquête immédiate qui captiva l'attention de tous à Norris City. Malheureusement, l'histoire se termina en tragédie, plongeant toute la communauté dans l'incrédulité. Le sud de l'Illinois, niché entre le Kentucky et le Missouri, est une région connue pour ses terres agricoles verdoyantes et ses forêts épaisses, parsemées de petites villes comme Norris City et le comté de White, chacune abritant un peu plus de 1000 habitants. Étant une petite ville, Norris City était considérée comme un endroit idéal pour élever des enfants. De nombreux résidents profitaient d'activités de plein air comme le tir ou la pêche, bénéficiant de la beauté naturelle des lieux. En 2012, avant la fin de l'année scolaire pour les vacances d'été, Jessica Evans, 17 ans, vivait avec sa mère, Chris, dans une maison confortable. La même année, Jessica rencontra Jacob Wheeler, 22 ans, qui venait d'emménager en face chez son frère. Ils se lièrent d'abord lors d'une fête et devinrent rapidement proches. Jacob, un garçon campagnard discret et vétéran de la guerre d'Irak, tentait de reconstruire sa vie après être rentré chez lui après 3 années passées outre-mer. Malgré les 5 ans d'écart, la mère de Jessica, Chris, ne s'inquiétait pas de leur relation. Chris faisait confiance à Jacob. Le soir du 26 août 2012, Jessica demanda à sa mère si elle pouvait aller pêcher de nuit avec lui à un endroit populaire le long de la Little Wabash. Bien que Chris hésita d'abord, Jessica finit par la persuader, et elle accepta, rappelant à sa fille de faire attention et de ne pas rentrer trop tard. La sœur aînée de Jessica, Megan, vivait juste en face avec son jeune fils, Miles. Comme Megan devait partir travailler à 5 heures du matin, Jessica devait garder son neveu ce matin-là. Pour cette raison, Chris précisa bien que Jessica devait être de retour à la maison avant 5 heures avant d'aller chez sa sœur. Jessica promit qu'elle s'en souviendrait et assura à sa mère qu'elle serait à l'heure. Jessica ne pouvait pas savoir que cette sortie pêche serait la dernière. Juste avant minuit, alors que Chris se préparait à se coucher, elle appela sa fille pour prendre des nouvelles. Jessica l'assura que tout allait bien. Elle et Jacob avaient presque fini et seraient bientôt de retour. Mais quand le matin arriva à 5 heures, Chris se rendit compte que sa plus jeune fille n'était toujours pas rentrée. L'agacement et l'inquiétude la gagnèrent rapidement. Jessica savait qu'elle devait garder son neveu, donc être en retard était inhabituel pour elle. Chris essaya d'appeler le téléphone de sa fille, mais pas de réponse. Elle envoya plusieurs messages, qui restèrent sans réponse. C'est là que l'inquiétude de Chris se transforma en peur. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Jessica ne l'aurait jamais ignoré ou n'aurait jamais changé ses plans sans la prévenir. Quand Chris alla parler à son frère Jérémy, il lui dit que Jacob n'était pas non plus rentré chez lui. À 9 heures, l'inquiétude commença à s'installer dans la famille de Jessica, d'autant que Jacob était connu pour être capable et débrouillard. Chris espéra d'abord une explication simple, la panne du pick-up de Jacob ou le fait qu'il se soit perdu. Mais après 12 heures sans aucun signe d'eux, elle décida qu'il était temps d'appeler le shérif du comté de White. Le shérif Doug Meyer était chez lui ce dimanche soir quand il reçut le signalement du couple disparu. Au début, il ne fut pas trop inquiet. Il soupçonna que Jessica et Jacob avaient peut-être tout simplement pris la fuite ensemble et qu'ils réapparaîtraient bientôt. Il devait toutefois en être sûr. Les autorités obtinrent un mandat pour localiser le téléphone de Jessica, espérant que le signal révélerait où elle et Jacob étaient allés. Cependant, la localisation du téléphone pouvait prendre plusieurs heures. Entre-temps, la famille de Jessica pressa les adjoints du shérif de fouiller la zone où le couple avait prévu de pêcher. L'endroit était isolé, accessible seulement par des routes de gravier, et nécessitait d'emprunter un sentier de 50 pieds envahi par la végétation qui menait à un spot de pêche bien connu. Quand les officiers arrivèrent, ils trouvèrent des affaires qui confirmaient que quelqu'un était récemment venu là, mais aucun signe de lutte ou de méfait. L'endroit était rangé, et le pick-up de Jacob avait disparu. Un feu de camp avait été éteint, suggérant que le couple y avait passé un certain temps. Au début, l'enquêteur Harris ne crut pas qu'un drame était arrivé. Cela ressemblait simplement à un endroit paisible que le jeune couple avait quitté.
L'instinct du shérif Meyer lui disait initialement qu'il ne s'était rien passé de grave. Il soupçonnait que le couple était juste parti de son côté. Mais quand l'opérateur téléphonique de Jessica fournit enfin les données de localisation, cela offrit une nouvelle piste. En vérifiant à quelle antenne son téléphone s'était connecté pour la dernière fois, les enquêteurs purent circonscrire la recherche à la zone de camping près de la rivière. Les données révélèrent que le téléphone de Jessica était toujours allumé et situé près de l'endroit où elle et Jacob avaient pêché. Cette découverte mit en doute la théorie de la fugue. S'ils étaient partis volontairement, pourquoi ne répondaient-ils pas à leur téléphone? L'inquiétude grandit rapidement à l'idée que le couple puisse être perdu, blessé, ou pire. Alors que la nouvelle de leur disparition se répandait dans la petite communauté, l'anxiété et la peur commencèrent à s'emparer des gens. Certains habitants crurent que le couple avait peut-être simplement pris la fuite ensemble, mais Chris savait que sa fille n'aurait jamais fait cela. Quand le bureau du shérif confirma que le téléphone de Jessica était toujours près de la zone de pêche, la famille fut convaincue que quelque chose de terrible était arrivé. À l'aube du lendemain matin, des adjoints du bureau du shérif du comté de White, des officiers de département voisins et un groupe de bénévoles se rassemblèrent pour reprendre les recherches à la rivière. Les deux familles se joignirent à eux, désespérées de trouver des réponses. Pendant 3 longues heures, ils ratissèrent la zone à la recherche d'une trace de Jessica, de Jacob ou du pick-up de Jacob, mais ne trouvèrent rien. L'absence du pick-up était déroutante. Même si quelque chose était arrivé au couple, le véhicule devait bien être quelque part. Était-il possible qu'ils aient simplement laissé leur téléphone derrière eux et qu'ils soient partis ensemble en voiture? Si Jessica et Jacob avaient véritablement pris la fuite ensemble, il aurait dû y avoir une trace, une empreinte électronique laissée derrière. Les enquêteurs vérifièrent leurs cartes bancaires pour des transactions récentes, mais il n'y en avait aucune. Les relevés financiers ne montraient rien d'utile, bien que les logs téléphoniques de Jessica révélassent un détail curieux. Outre l'appel à sa mère vers minuit, il y avait eu un autre appel peu après, vers minuit 30 ce dimanche soir. La police traça le numéro et découvrit qu'il appartenait à un jeune homme nommé Ron Wood. Son nom leur était déjà familier car Ron avait un casier judiciaire. Ce lien suscita immédiatement des soupçons, amenant les enquêteurs à croire qu'il pouvait être impliqué. Ils décidèrent de l'interroger à nouveau pour savoir de quoi il avait parlé avec Jessica cette nuit-là. Quand les officiers localisèrent Ron, ils lui demandèrent de se rappeler la dernière fois où il avait parlé à Jessica. Il finit par admettre qu'il l'avait appelée tard dans la nuit, expliquant que lui et quelques amis étaient à une fête et qu'il voulait qu'elle les rejoigne. Selon Ron, Jacob avait répondu au téléphone alors que Jessica mentionnait qu'ils étaient à la pêche. Jacob avait immédiatement dit à Ron d'arrêter de l'appeler. Bien que les deux hommes aient échangé des mots vifs, Ron affirma que c'était Jacob qui avait vraiment perdu son sang-froid. Il était furieux que Ron ait contacté Jessica. Les adjoints prirent note de tous ceux qui étaient à la fête et vérifièrent la version de Ron, qui fut confirmée par plusieurs témoins disant qu'il y était resté toute la nuit après l'appel. Épuisés et découragés, les équipes de recherche s'apprêtaient à rentrer chez elles après des heures sans rien trouver, jusqu'à ce qu'un des amis de Jacob fasse une découverte choquante. En conduisant son quad dans les bois, il repéra un pick-up caché derrière une vieille ferme abandonnée à environ 3 km de l'endroit de pêche. C'était le pick-up de Jacob. La scène ne laissait aucun doute, quelque chose de terrible était arrivé. À l'arrière du pick-up gisait le corps d'une jeune femme, abattue de 2 balles dans la tête. Elle n'était que partiellement vêtue, certains de ses vêtements étant éparpillés au sol à proximité, un détail qui souleva immédiatement des inquiétudes plus profondes. Les enquêteurs réalisèrent rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un simple meurtre. Il y avait des éléments plus sombres, plus troublants à ce qui s'était passé cette nuit-là. La victime n'avait pas besoin d'être identifiée. Tout le monde savait qui elle était. Jessica Evans était connue de la police locale depuis toujours, et maintenant ils l'avaient trouvée de la pire des manières. Tout changea à cet instant. Après avoir été portée disparue pendant près de 36 heures, Jessica, qui n'était pas venue garder son neveu, fut découverte abattue dans le pick-up abandonné de Jacob, avec peu de vêtements. Il était immédiatement apparent qu'elle avait probablement été avec quelqu'un avant sa mort, et pas par choix. Les enquêteurs espérèrent que l'analyse médico-légale révélerait l'ADN du tueur si une agression avait eu lieu. Pendant ce temps, les officiers fouillèrent les alentours du pick-up à la recherche d'indices. Leur recherche porta ses fruits quand ils récupérèrent 2 douilles de calibre .22 correspondant aux 2 blessures par balle de Jessica à la tête.
2 douilles usagées et une large tache de sang furent découvertes à côté du pick-up du côté passager, confirmant que Jessica avait été abattue à cet endroit même. Le détail le plus déroutant, cependant, était l'absence de Jacob. Son pick-up était rempli d'équipements de pêche et d'effets personnels, mais il n'était nulle part. Dans l'habitacle, les enquêteurs remarquèrent plus de sang, cette fois du côté conducteur. Cette découverte fournit une piste cruciale. Les échantillons de sang furent envoyés pour des tests ADN afin de déterminer à qui ils appartenaient. Les enquêteurs devaient trouver Jacob, non seulement pour assurer sa sécurité, mais aussi pour déterminer s'il était une seconde victime ou celui responsable de la mort de Jessica. À ce stade, la police élargit ses recherches, traitant Jacob à la fois comme une personne disparue et un suspect possible. Ce n'était pas seulement la police qui devint suspicieuse. Des membres de la communauté commencèrent aussi à croire que Jacob pouvait être impliqué dans la mort de Jessica. Beaucoup spéculèrent que son passé militaire lui avait appris à tuer et que l'appel tardif de Ron avait pu déclencher une crise de violence. Si Jacob pensait qu'il perdait Jessica, dans quel état d'esprit cela l'avait-il mis? La police se concentra de plus en plus sur Jacob en tant que personne d'intérêt. Le jour après la découverte du corps de Jessica, ils obtinrent un mandat de perquisition pour la maison de son frère, soupçonnant que Jacob pouvait s'y cacher. Bien qu'il ne fût pas trouvé, les enquêteurs découvrirent un indice significatif. L'une des armes à feu de la collection de son frère manquait. Jérémy, le frère de Jacob, minimisa l'inquiétude, expliquant que Jacob avait probablement pris l'arme avec lui pour se protéger avant d'aller pêcher. Au début, rien ne semblait inhabituel à propos de l'arme manquante, jusqu'à ce que les enquêteurs apprennent qu'il s'agissait d'une arme de calibre .22, le même type utilisé pour le meurtre de Jessica. Cette révélation sonna l'alarme. Pourtant, la famille de Jacob refusait de croire qu'il était responsable. Ils étaient certains qu'il aurait risqué sa propre vie pour protéger Jessica si elle avait été en danger. Alors que les jours passaient, les recherches pour Jacob Wheeler s'intensifièrent. Des agents des forces de l'ordre de plusieurs comtés unirent leurs forces, déterminés à le localiser. Les équipes de recherche ratissèrent les bois et les berges de la rivière avec l'aide d'unités cynophiles tandis que des aéronefs surveillaient la zone depuis le ciel. L'unité de répression de la criminalité du comté de White offrit même une récompense de $2000 pour toute information menant à la capture et à l'arrestation de Jacob. La récompense en argent attira l'attention, et bientôt le bureau du shérif commença à recevoir une multitude de signalements. Un indice en particulier se démarqua, une observation rapportée de Jacob dans une station-service. Un employé d'une station-service située à environ 20 km de l'endroit où le corps de Jessica avait été trouvé affirma que Jacob s'y était arrêté dimanche soir, environ un jour après la disparition du couple, pour acheter un paquet de cigarettes. Le témoin se souvint qu'il portait un sweat à capuche vert. Quand Jacob sortit son portefeuille pour payer, l'employé remarqua une carte d'identité qui semblait porter le nom et la photo de Jacob Wheeler. Avec cette observation, les enquêteurs furent de plus en plus convaincus que Jacob n'était pas une autre victime, mais le principal suspect du meurtre de Jessica, et il semblait maintenant probable qu'il était en fuite. Quand les enquêteurs arrivèrent à la station-service où Jacob avait été signalé, ils passèrent en revue les images de surveillance et repérèrent un homme qui semblait suspect. Il portait un sweat à capuche avec la capuche relevée et une casquette tirée bas sur son visage, évitant soigneusement les caméras. Bien que le temps fût chaud, il était habillé comme s'il faisait froid, ce qui attira immédiatement l'attention. L'homme ne ressemblait pas clairement à Jacob, mais la mauvaise visibilité rendait impossible d'en être certain. Après avoir acheté les cigarettes, l'homme quitta rapidement le magasin. Une seconde caméra à l'extérieur le captura montant dans une voiture conduite par une femme. Si la séquence intérieure ne révélait pas son visage, quelqu'un du bureau du shérif reconnut la femme au volant. Suivant cette piste, les adjoints se rendirent directement à son domicile. Et là, garée à proximité, se trouvait la même voiture vue dans la vidéo de la station-service. Interrogée par la police, la femme admit qu'elle avait bien conduit l'homme vu sur les images à la station-service. Mais elle insista sur le fait que ce n'était pas Jacob Wheeler, c'était son petit ami. Quand les officiers rencontrèrent le petit ami, leurs espoirs s'effondrèrent. Ce n'était pas Jacob, bien qu'il lui ressemblât de manière frappante. L'homme mystérieux de la vidéo de surveillance était une fausse piste. Malgré ce revers, les enquêteurs restèrent concentrés sur la recherche de Jacob. Ils étaient convaincus qu'il était toujours en vie et soupçonnaient que son frère Jérémy pouvait l'aider à se cacher. Une nuit, les officiers effectuèrent une visite surprise au domicile de Jérémy.
Mais même après une fouille approfondie, aucune trace de Jacob. Jérémie et leur père continuèrent à insister sur le fait que Jacob n'aurait jamais fait de mal à Jessica et que quelque chose d'autre devait être arrivé après sa disparition. Le père de Jacob était déterminé à découvrir la vérité sur ce qui était arrivé à son fils. Il croyait qu'il cherchait le corps de Jacob, et non que Jacob était responsable de la mort de Jessica. Une croyance qui rendait l'épreuve encore plus douloureuse. 6 jours après la disparition de Jacob, son père, Harold Wheeler, contacta le shérif Meyer avec une nouvelle piste. Il dit avoir repéré ce qui ressemblait à des pièces de véhicules éparpillées dans les bois non loin de l'endroit où Jacob et Jessica avaient pêché. Les officiers suivirent cette piste et trouvèrent effectivement plusieurs pièces de voitures, y compris des morceaux qui semblaient appartenir aux panneaux latéraux d'un pick-up. Les arbres environnants montraient des signes d'impact, suggérant qu'un véhicule avait été conduit hors route à travers les bois, raclant et endommageant la carrosserie. Cependant, après un examen plus approfondi, les enquêteurs confirmèrent que les débris n'appartenaient pas au pick-up de Jacob Wheeler. La police n'était pas certaine que la découverte soit liée au crime, mais elle était assez intrigante pour être poursuivie, d'autant qu'il n'y avait pas d'autres pistes solides. L'une des pièces récupérées portait un numéro de série, que les enquêteurs tracèrent en ligne. Cette recherche révéla la marque et le modèle exact du pick-up dont les morceaux provenaient, réduisant le champ à une zone spécifique. Il ne fallut pas longtemps à un constable pour se souvenir d'un homme nommé Danny San, un mécanicien de 36 ans du comté de White, qui possédait ce même type de pick-up. Le lien était déroutant. Danny n'avait pas d'antécédents judiciaires et était bien connu dans la communauté comme un homme tranquille et travailleur. Pourtant, les enquêteurs ne pouvaient ignorer la coïncidence et décidèrent de l'examiner de plus près. Les enquêteurs décidèrent d'interroger Danny sur son lieu de travail, où ils remarquèrent immédiatement son pick-up garé à l'extérieur. Le véhicule avait des dégâts importants. Des dégâts qui correspondaient étroitement aux pièces trouvées éparpillées dans les bois. Pendant que les officiers examinaient le pick-up, le shérif Meyer s'assit avec Danny pour l'interroger à son sujet. Danny expliqua que les dégâts provenaient d'une bêtise faite en état d'ébriété. Il prétendit qu'il était allé pêcher à la Little Wabash et qu'en essayant de mettre son bateau à l'eau, il avait accidentellement foncé dans des arbres. Il insista sur le fait qu'il se souvenait à peine de la nuit, mais qu'il était certain de la date. C'était la même nuit où Jacob et Jessica étaient partis pêcher, vers 1h du matin. Selon Danny, il n'avait vu personne d'autre dans la zone à ce moment-là. En même temps, les détectives firent une découverte cruciale. Une grande quantité de sang fut trouvée dans le coffre du pick-up de Danny. Quand ils l'informèrent, Danny parut visiblement choqué. Le shérif lui donna une chance d'expliquer s'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas encore partagé. C'est là que Danny affirma qu'il avait été dans les bois cette nuit-là et qu'il avait vu Jacob tirer 2 fois sur Jessica. Mais cette explication ne rendait pas compte de la raison pour laquelle du sang humain avait été trouvé dans son propre pick-up. Le sang fut envoyé pour des tests et une fois confirmé comme humain, Danny fut ramené au poste pour un interrogatoire plus poussé. Lors du second interrogatoire, il répéta qu'il avait beaucoup bu et qu'il était descendu à la Little Wabash où il était tombé sur Jacob et Jessica. Selon Danny, Jacob était parti dans les bois, laissant Jessica derrière. Et c'est alors, affirma-t-il, qu'elle commença à flirter avec lui. Danny dit aux enquêteurs que lui et Jessica étaient partis ensemble dans son pick-up et s'étaient garés à environ 3 km derrière une vieille ferme abandonnée. Il prétendit que leur rencontre était consensuelle, mais dit que dans l'obscurité, Jacob était soudainement apparu et les avait surpris. Selon Danny, une dispute avait éclaté entre lui et Jessica, menant Jacob à lui tirer dessus. Terrifié, Danny dit s'être alors battu avec Jacob. Pendant la lutte, il affirma que l'arme était partie accidentellement, blessant Jacob. Pris de panique et ne sachant quoi faire, Danny dit avoir mis le corps de Jacob à l'arrière de son pick-up et l'avoir caché. Craignant que personne ne croie son histoire, que tout cela était un acte de légitime défense, Danny donna aux enquêteurs un compte rendu détaillé de l'endroit où il avait soi-disant laissé le corps de Jacob. Cependant, la police trouva sa version des événements suspecte. Elle ne correspondait pas au caractère de Jessica, et il n'était pas logique qu'elle soit partie volontairement avec lui. Son histoire sur l'apparition soudaine de Jacob et la prétendue lutte semblait incohérente et arrangeante. Au final, la famille de Jacob avait eu raison depuis le début. C'était Danny San qui avait tiré sur Jacob en pleine tête. Les autorités l'arrêtèrent et le placèrent en garde à vue. Suivant ses indications, les officiers fouillèrent la zone boisée isolée qu'il décrivit. Suivant une route de terre plus profondément dans la forêt.
Après 6 jours de recherche épuisants, ils découvrirent enfin le corps de Jacob. Une blessure par balle à la tête confirma son sort. Les preuves sur les lieux contredisaient une grande partie du récit de Danny, prouvant que ce qu'il prétendait être arrivé cette nuit-là n'était tout simplement pas vrai. Quand les enquêteurs examinèrent le pick-up de Jacob, ils remarquèrent immédiatement du sang sur le siège conducteur et la portière. Des preuves claires qui contredisaient la version de Danny. Il avait affirmé que Jacob avait tué Jessica et s'était plus tard tiré dessus pendant une lutte dans les bois. Mais Danny avait aussi dit qu'il avait transporté le corps de Jacob dans son propre pick-up et l'avait laissé ailleurs. Alors, comment le sang de Jacob avait-il fini à l'intérieur de son propre véhicule? Face à ces contradictions, Danny s'en fut interrogé à nouveau. Confronté aux incohérences de son histoire, il accepta finalement de dire la vérité. Il admit que la nuit des faits, il avait essayé de conduire son pick-up jusqu'à la rivière pour mettre son bateau à l'eau, mais les arbres denses rendaient cela impossible. Il confessa aussi qu'il avait été extrêmement ivre à ce moment-là. Quand Danny vit Jacob et Jessica, il leur demanda de l'aide. Jacob remarqua son état d'ébriété et le prévint que ce n'était pas une bonne idée de continuer, mais Danny insista pour qu'il le ramène chez lui. Jacob finit par accepter et lui et Jessica montèrent dans son pick-up tandis que Danny grimpait à l'arrière. Pour des raisons qu'il ne put expliquer plus tard, Danny portait une arme de calibre .22 et décida de s'en servir. Après être sorti du coffre du pick-up, il s'approcha du côté conducteur et tira sur Jacob en pleine tête à travers la fenêtre ouverte. Jessica fut témoin de toute la scène, terrifiée et en pleurs. Danny prétendit plus tard qu'il avait sorti le corps de Jacob du véhicule, insistant sur le fait qu'il n'avait aucune raison claire de le tuer ou pour aucune des actions qui suivirent. Danny dit aux enquêteurs que Jessica supplia pour sa vie, disant qu'elle ferait n'importe quoi pour l'empêcher de la tuer. Quand le shérif demanda si Jessica avait proposé de coucher avec lui en échange de sa liberté, Danny admit qu'elle avait dit qu'elle ferait tout ce qu'il voudrait. Il l'emmena dans un endroit isolé, interprétant sa tentative désespérée de survivre comme une invitation à l'intimité. À l'intérieur du pick-up de Jacob, Danny l'agressa, puis sortit son arme et tira sur Jessica malgré ses supplications. Il affirma ne pas savoir pourquoi il avait fait cela. Ensuite, il plaça le corps de Jessica à l'arrière du pick-up de Jacob, puis conduisit son propre véhicule jusqu'au comté de Wayne pour se débarrasser du corps de Jacob. Sur le chemin, il jeta les 2 armes par la fenêtre. La police ne fut jamais capable de récupérer l'une ou l'autre des armes. Le 4 septembre 2012, Danny s'en comparait en cour et plaida non coupable. Il prétendit plus tard qu'il n'avait pas été informé de ses droits avant d'être interrogé, mais la cour d'appel rejeta cet argument. Les images vidéo de l'interrogatoire montraient clairement que Danny avait été informé de ses droits, et sa confession était fortement étayée par des preuves physiques. Le sang de Jacob fut découvert dans son pick-up et son ADN fut trouvé sur le corps de Jessica. En janvier 2014, un jury condamna la petite amie de Danny San, Candace Brown, 31 ans, pour avoir menti à la police pendant les premières étapes de l'enquête. Elle avait fourni à San un faux alibi. Brown fut condamnée à 60 jours de prison, suivi de 30 mois de probation, 100 heures de service communautaire, et on lui ordonna de payer des amendes et des frais de justice substantiels. Le 20 août 2013, Danny San fut reconnu coupable et condamné à 53 ans de prison. Bien que le procureur et la défense aient été d'accord sur la sentence, le juge Tom Foster estima que la peine aurait dû être plus sévère. La Cour croit que vous avez assassiné 2 personnes, déclara-t-il. Il n'y a aucune justification ni pardon pour cela. Pas dans ce monde ni dans aucun autre. San avait accepté de renoncer à un procès devant jury en échange de charges réduites et d'une peine plus légère en cas de condamnation. Le juge Foster déclara que la Cour avait accepté le plaidoyer de culpabilité seulement parce que les familles des victimes y avaient consenti. Après l'audience, le père de Jacob, Harold Wheeler, dit qu'il n'aurait jamais pu imaginer que son fils, qui avait d'abord été nommé comme personne d'intérêt dans la mort de Jessica Evans, serait lié à quelque chose d'aussi horrible. J'étais certain qu'il n'aurait jamais pu faire cela, dit Harold Wheeler. J'ai commencé à le chercher dimanche et je n'ai jamais arrêté. Il expliqua que Danny était un ami qui vivait à seulement 400 mètres de la maison des Wheeler, ce qui rendait son arrestation pour les meurtres d'autant plus choquante. Je me suis assis avec lui à son campement et j'ai bu une bière, dit Harold amèrement. Il est venu chez moi. Des affaires comme celle-ci, ajouta-t-il, ne sont jamais faciles, mais elles servent de rappel douloureux des dures réalités qui existent dans le monde. Si vous avez trouvé cette affaire fascinante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne.
nous publions des vidéos sur des affaires criminelles chaque nuit. Jusqu'à la prochaine fois, restez aiguisés, restez vigilants.